Salut Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Bienvenue pour le nouvel épisode de Regard Libre, donc épisode 18. Aujourd'hui, on va revenir sur la lettre de Emmanuel Macron pour une renaissance européenne qu'il a écrite, c'était le 4 mars 2019, donc là je la partage à l'écran et on va la commenter aujourd'hui. Donc on y va, on démarre tout de suite. Donc on va revenir sur quelques passages représentatifs de ce texte. Je voulais m'arrêter. Ouais. Il me semble que ce que tu es juste au-dessus du Ouais. Brexit, d'un symbole, il parle de danger. Voilà. Ouais, voilà. En gros, il écrit cette lettre parce qu'il sent qu'il y a un danger en Europe. Déjà, moi, ce qui me dérange, c'est quand il parle toujours de l'Europe au lieu de dire l'Union européenne, qui confond volontairement les deux, un peu comme quand les politiques confondent la République et la France, où ils mélangent les deux pour s'accaparer. Voilà. Bon, je pense que ce qu'il a en tête, sans être très, faut pas chercher des choses très compliquées. On est en pleine donc phase de Brexit. Ça c'est la semaine prochaine, je crois, l'échéance. Ouais. Il parle d'Europe pour intégrer les Anglais à son discours. Ça me paraît, enfin les Britanniques à son discours, ça me paraît clair. Ça lui évite de parler d'union, de pas union, etc. Ça lui permet d'embrasser les Britanniques et tous les autres. Je pense qu'il y a les Hongrois, à mon avis, qu'il a en tête aussi. Donc voilà, il essaie de se... Et puis ça lui permet de se positionner d'un point de vue politicien, voilà, de prendre une autre dimension, soi-disant en tout cas. Je pense que c'est le jeu qui joue. Mais voilà, l'Europe est en danger. Je pense que c'est vrai. Et on parle de l'Europe, mais pas du tout de la façon dont il imagine. Et je pense que c'est lui qui est la cause du danger de l'Europe. C'est certainement pas ce qu'il a en tête. Quand il dit le Brexit en est un symbole, je pense que c'est également vrai, mais exactement à l'inverse de ce qu'il a aussi il imagine. Je pense pas me tromper, tu me corrigeras, mais je pense que ce qu'il imagine, c'est que le Brexit est une mauvaise chose, que si les Anglais ont décidé de sortir de l'Union européenne, sinon de l'Europe, et il y a ça déjà 2 ans, malheureusement, ça traînait pendant 2 ans, cette histoire. Donc, si on en est là, s'il pense que c'est une mauvaise chose, je pense. Ouais. Évidemment, moi, je pense que c'est exactement le contraire, et c'est pas quand même un hasard. S'il y a eu autant de Britanniques, on pensait que c'était une bonne chose aussi. Il doit bien y avoir quelque part un fond de vérité, ou en tout cas une raison qui n'est pas aussi trivialement, euh, comment dire, aussi évidente qu'il veut bien le laisser croire. Bien sûr que le Brexit est une bonne chose. Tout ce qui peut aller dans le démantèlement de la force politique qu'aujourd'hui l'Union européenne est une bonne chose. C'est évident. Voilà le sujet, à mon avis. Ouais, mais pour Et Emmanuel Macron, oui, c'est pas du tout le cas. Ouais. C'est le bien contraire. sûr, Pour lui, il bien faut sûr, que tout soit concentré. évidemment. Mais c'est évidemment l'inverse qui est vrai. Et quand on voit l'augmentation du poids législatif, politique de l'Union européenne sur les, je sais pas moi, 40, 50 dernières années, je crois de mémoire, les Anglais sont rentrés en 1973, si je me souviens son nom. Ça va faire donc quoi? Ça fait 40, on va dire 45 ans. Je pense qu'en 45 ans, le projet de faire des Britanniques des Européens a complètement évolué et qu'ils ont vu le poids qu'avait l'Europe par rapport à ce qu'ils imaginaient à l'époque. À l'époque, je pense, en tout cas, c'était le genre de discours qu'on avait à l'époque. On était beaucoup plus dans des logiques de marché commun, Ouais. des logiques beaucoup plus économiques. Il y avait également un peu plus que ça. Il y avait évidemment la paix ou des choses comme ça. Mais les premières motivations historiques de l'époque des années 80, 70, 70 surtout, c'était le marché commun. On parlait de Ouais. marché commun. Ouais, ça avait commencé avec la CECA, là, la communauté de l'acier et du charbon, là. Moi, je suis d'une génération qui a grandi dans le premier message où on était dans le marché commun. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Et je pense que les Britanniques ne veulent pas sortir du marché commun. Quand on parle de l'Europe, ils parlent de l'Europe. Que l'Europe soit un marché commun, je pense que c'est de l'intérêt de tous. Je vais régulièrement à Londres, je n'ai aucun signal me faisant penser que les Britanniques veulent sortir d'un marché commun. C'est pas ça le sujet. Le danger de ce point de vue-là, il n'existe pas. Le danger, il est dans la bureaucratie, dans le poids de Ouais. l'État,
dans un 1984 et dans tout ce qui peut aller de pair. Si on, Ouais. si on se rappelle bien le discours que tenait le UKIP, UKIP, de Farage. c'est ça, qui a poussé pour le vote en faveur du Brexit, c'est ce qu'il cherchait. Il cherchait à sortir du point de vue de la bureaucratie, pas du point de vue du marché commun. Ouais, c'est pour pas se faire imposer des lois ou des choses sur lesquelles le pays serait pas d'accord. Bon, attends, on va aller sur le texte. On va continuer sur le texte. Donc, il y avait ces phrases-là qui étaient assez représentatives de la lettre. Oui. Quand il parle de qui a dit la vérité aux Britanniques sur leur avenir après le Brexit. Ça, c'est amusant, ça. Voilà que M. Macron s'appelle Madame Irma. Il a une boule de cristal et il est capable de dire la vérité sur l'avenir des Britanniques. C'est fantastique, ça. M. Macron connaît l'avenir du monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je dis juste que ce qui est sûr par rapport à l'avenir, c'est que si on continue sur la pente bureaucratique qui est la nôtre aujourd'hui, là, il y a un véritable danger. Par contre, si on essaie de s'en sortir, je pense qu'on ira mieux. Mais au-delà de ça, il ne faut pas ce qu'on peut dire de plus. Ensuite, oui, il y a sur qui leur a parlé de perdre l'accès au marché européen. Donc ça, bon, c'est assez... C'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Là-dessus, de ce point de vue-là, je pense qu'il a raison. Faut être honnête. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de Britanniques qui ont peur que cette sortie de l'Union européenne soit une sortie du marché européen. Mais moi, je suis assez confiant par rapport à ça, justement par le pragmatisme commercial des Anglais. Ouais. Ce sont des gens qui font des affaires avant tout. J'imagine pas une seule seconde qu'ils sortiront du marché commun. Sauf si évidemment Bruxelles en décide autrement, mais dans ce cas-là, ça sera Bruxelles les fautifs. Surtout qu'on a plein de contre-exemples. Enfin, il y a voilà, la Suisse, la Norvège font pas partie du marché commun et ont plein d'accords bilatéraux pour commercer avec l'Europe et les États-Unis aussi. Donc, enfin, il n'y a pas vraiment de problème de ce point de vue-là, sauf si l'Union européenne veut prendre des mesures de rétorsion. Parce que c'est vrai, quand tu écoutes les politiques, il y avait même Pécresse, je crois, qui avait dit quelque chose comme ça, qui un peu voulait se venger de l'Angleterre en leur bloquant l'accès au marché. C'est assez hallucinant d'entendre des politiques vouloir juste se venger de ça, quoi. Oui, ça contrarie leur projet, donc ils se vendent. C'est une basse-cour, c'est une cour d'école. Hein. On n'est pas dans. Si ces gens-là étaient des adultes responsables, ils ne seraient pas politiciens. Hein. Donc ils ont des comportements de gamins. C'est des enfants dans des corps d'adultes. T'es pas gentil avec nous, tu nous empêches de faire notre gentil projet de grand méchant loup, et donc on va se venger. C'est exactement ce genre de conneries. C'est évident. Et l'intérêt de l'Européen là-dedans, on passe complètement à côté, hein, c'est évident. L'autre point, c'est l'Irlande, je ne suis pas sûr que ça soit bon. Le repli nationaliste ne propose rien. C'est un rejet sans projet. Ça, c'est une phrase, je trouve, très intéressante. Parce que, quelque part, c'est vrai, mais tout le point, c'est qu'on n'est pas là pour avoir un projet. Un projet politique, ce n'est pas l'Europe, et ce n'est de toute façon, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Les seuls gens qui ont des projets, c'est toi et moi, ce sont les entrepreneurs et les individus. Un projet politique, c'est une pantalonnade, c'est une fumisterie. L'Europe n'est pas un projet politique, à mon avis. Si ça en était vraiment un, on ferait voter les gens tous les jours, chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, on ferait voter tous les gens pour vérifier qu'effectivement, on continue à être sur le projet. Tu sais comment on fait des projets, toi et moi, tous les jours. Chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, il y a un comité qui se réunit, qui confirme qu'effectivement les décisions sont prises et vont dans la bonne direction du projet. On ne fait pas ça. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Donc, le nationalisme, on s'en fiche que ça revienne sur un truc sans projet. Les projets, c'est toi et moi qui les faisons. C'est pas les Europes, c'est pas les gens de Bruxelles ou les mecs, les politiques. Ils font aucun projet. Leur seul projet, c'est de piquer du fric. C'est tout. D'avoir le contrôle sur les gens. C'est ça. C'est le seul projet dont ils sont capables. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient comme projet ? C'est quoi le projet ? C'est tout d'un coup qu'on fasse une Union européenne pour avoir un marché commun ?
C'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de laisser les choses comme elles sont et de lever les barrières douanières. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'ils présentent ça comme un argument, le fait de dire que c'est un rejet sans projet et donc ça n'a pas de valeur, on ne doit pas l'autoriser. En quoi quelqu'un aurait le droit de décider que l'Angleterre n'a pas le droit, enfin, n'a pas le droit de sortir de l'Union européenne parce qu'elle n'a pas de projet. Enfin, s'ils veulent sortir, ils veulent sortir. On n'a rien à en dire. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est à dévaloriser le nationalisme. Oui, ça c'est. Voilà, c'est tout. Il dit le nationalisme, c'est ce qu'il dit. Hein, ça propose rien. Bah, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Du point de vue d'un nationaliste, qui fait la même erreur d'ailleurs, le nationaliste va dire, ben si, nous, notre projet, c'est justement de faire une nation locale. C'est-à-dire que c'est le même type de projet en local. C'est tout aussi stupide d'ailleurs. Hein. Mais ça montre bien que de toute façon, la phrase est complètement incohérente, parce qu'au contraire, justement, encore une fois, Nigel Farage, lui, il aura le projet radicalement inverse. Et ça sera un projet quand même. Ouais. Oui, en plus, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont leur propre projet. C'est un projet. Bien sûr. C'est le même genre de projet, par contre. C'est tout aussi stupide. Ok. Est-ce qu'on voulait regarder autre chose dans ce préambule? Moi, il y avait ça qui m'avait un peu choqué. Là. Enfin, qui peut prétendre être souverain seul face aux géants du numérique? Comment résisterions-nous aux crises du capitalisme financier sans l'euro, qui est une force pour toute l'Union? Souverain face aux géants du numérique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, enfin, ça mériterait ça, c'est un peu mon métier, ça mériterait une réunion, une vidéo en tant que telle, si tu veux ça. Il n'y a pas de souveraineté dans le domaine numérique, ça n'a strictement aucun sens. Et même à supposer que c'est un sens, en quoi ça serait un avantage? Alors, nous serions souverains du point de vue du numérique. Ok, fort bien. Et donc on serait français capable d'avoir des trucs, des technologies françaises, etc. En quoi ça nous rendrait service? Il faudrait qu'on arrête d'utiliser Microsoft, Google, Apple, etc. et qu'on remplace pas tout ça par Thales ou je sais pas trop quoi, et on en serait mieux. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Bah ouais, moi je pense là ils parlent peut-être du fait que ces sociétés ont des capitalisations boursières qui sont plus importantes que les PIB de certains pays et qu'en fait ils ont des pouvoirs de pression sur des décisions. En fait, on sait même pas. Enfin, pouvoir de pression sur quoi? Le truc c'est que ces géants du numérique, t'es libre ou pas. Enfin, t'es libre de les utiliser ou pas. Enfin, Google, si tu veux pas l'utiliser, bah Exactement. Le jour où Apple, on va prendre juste cet exemple pour être simple si tu veux. Le jour où Apple fait une grosse connerie, je ne sais pas quoi, peu importe, et que tout d'un coup tout le monde décide que effectivement Apple c'est vraiment un méchant et arrête d'utiliser et d'acheter des téléphones d'Apple, en 15 jours, un mois, peut-être 2 mois maximum, la boîte est terminée, lessivée. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et on a des exemples existent. Regarde la crise de Volkswagen il y a quelques mois. C'est extrêmement fragile. On pourrait par contre, à l'inverse, on pourrait imaginer quoi, qu'ils vont s'acheter un pays. Alors, tout d'un coup, il va y avoir assez de fric pour acheter un pays. Ça servira à quoi? C'est pas leur business. Donc, c'est un concept qui est complètement foireux. Okay. Capitalisme financier sans euros, le capitalisme financier. Mais c'est pareil, l'euro, enfin voilà, il y a la Suisse qui a le franc suisse, la Norvège qui a la couronne, ils ont pas l'air. L'euro est une catastrophe. L'euro, c'est une variante des catastrophes que nous avons connues en Europe. Nous serions bien mieux si nous n'avions pas d'euro. Au moins, on aurait toujours de l'inflation comme n'importe quelle monnaie, malheureusement, enfin, en tout cas les monnaies fiduciaires, mais au moins, elle ne serait pas à l'échelle d'un truc comme l'euro. Ouais. J'attends qu'on m'explique en quoi l'euro est un exemple positif d'une quelconque façon. Donc, c'est peut-être que ça empêche justement trop d'inflation, Comme il y a les mécanismes de régulation, enfin, ils imposent de pas qu'il y ait trop d'inflation ou de choses comme ça. Ça empêche de dévaloriser le portefeuille d'épargne. Écoute, fais l'exercice suivant. Moi, je te propose de faire l'exercice suivant. Tu vas sur le site je crois que c'est la Banque de France. Tu cherches l'historique pour la France, de l'inflation en France depuis 1900, l'année 1900. C'est documenté, c'est accessible au public, c'est publié. Tu as les chiffres de l'inflation monétaire, bien sûr, année par année en France depuis l'année 1900 et après.
quand tu fais cet exercice-là, tu t'aperçois que jusqu'à peu près 1920, on a 0% d'inflation. Je dis bien 0. Aujourd'hui, avec l'euro, le chiffre à peu près officiel qui est géré par la banque à Francfort, c'est on se donne une cible à 2%. Ça veut dire qu'on considère normal, dans une monnaie de ce type-là, d'avoir de toute façon, tous les ans, de perdre 2% de ce qu'on de notre valeur, de ce qu'on a dans notre bas de laine. On considère que c'est normal et que c'est une bonne chose, une bonne monnaie. Non, mais c'est 2%. Je suis d'accord que l'euro, c'est pas la panacée par rapport à l'étalon or ou des choses qui feraient qu'on pourrait limiter l'inflation. Mais c'est par rapport à des projets, tu vois, comme Marine Le Pen ou Mélenchon qui disent il faut revenir au franc pour pouvoir. Du pire. Non, mais parce que pour plein de gens, c'est quand on critique l'euro, c'est dans ce sens-là, c'est de dire ça nous empêche de créer plus de monnaie, de rembourser notre dette. Mais ça, ces gens-là sont des imbéciles qui veulent faire encore plus d'inflation. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est quand même un discours qu'on entend beaucoup. Oui, mais il faut savoir. Je suis pas d'accord. On peut pas faire du relativisme comme ça. L'euro est une mauvaise chose. À partir du moment où tu institutionnalises le fait d'avoir 2% d'inflation, alors qu'il y a un siècle on en avait 0, tu ne peux pas dire que c'est une bonne monnaie. Il faut être simple. C'est pas vrai. Okay. Ça pourrait être pire. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, moi c'est plus dans juste ça pourrait être bien pire si. J'ai compris, mais il faut savoir. France avait les manettes libres. Fais le test, va voir sur les sites, tu verras que je n'invente pas. Ah non, mais je alors attends, on va continuer. Donc ouais, après il y a les trois parties là sur la liberté, la protection et le progrès. Donc défendre notre liberté. Ah. Donc là, je me dis bah c'est bien. Là, pour nous, zéro, on va. C'est pour nous. C'est pour nous là. C'est un appel du pied là. Le fameux Macron libéral qui écrit une ligne de truc libéral et après tout derrière c'est du communisme. C'est que du caca. Le modèle européen repose sur la liberté de l'homme. Ouais. J'aime bien ce genre de phrase. On peut imaginer la liberté de quoi? De la femme. Ah oui, il y a la liberté de la femme peut-être aussi. Ah, il a même pas mis de grand. Ah oui, oui. Ouais, donc, j'ai oublié un truc. Bref, donc repose sur la liberté. Ben encore heureux, il espère que ça repose sur quoi? Sur on va remettre ça sur la non-liberté? C'est quoi ce genre de phrase? Et non, vas-y. Bon. La diversité des opinions, parce que là c'est vraiment très marrant quoi, quand il dit la diversité des opinions. Et ensuite, à la fin du paragraphe, il dit nous devons bannir d'Internet par des règles européennes tous les discours de haine et de violence. Et tout à fait, tu as tout à fait raison. On a dit dans le même paragraphe. Mais non, t'as pas tout compris. On est libre d'avoir la diversité d'opinions au sein du cadre défini. Tu vois, voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, voyons. Oui, j'ai un peu de mal, ouais. Mais oui, ça c'est voilà, enfin voyons, c'est du grand n'importe quoi, c'est évident. Bien sûr qu'il faut avoir la diversité des opinions. La création, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si c'était vrai, si c'était vrai ce qu'il dit, la diversité des opinions, ça serait bien. On s'aperçoit qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Et tu as raison de tirer sur la fin. Déjà, nous, quand on dit qu'on est libéraux, on nous tombe dessus, déjà. On nous raconte qu'on dit des grandes bêtises. Mais bon, si ça pouvait être vrai, ça serait bien. Mais après, notre liberté première est la liberté démocratique. Voilà une autre connerie profonde. Celle de choisir nos gouvernants là où à chaque scrutin des puissances étrangères cherchent à peser sur nos votes. Grand fantasme, ça aussi. Je vais même pas aller sur je vais pas aller sur la Russie là. Le premier point, notre liberté première est la liberté démocratique. Non. Celle de choisir nos gouvernements. Mais non, moi j'aimerais pouvoir ne pas choisir de gouvernant. Ma liberté à moi, ça serait de pouvoir dire écoutez, faites votre bordel, c'est bien. Votre liberté entre vous, faites la liberté démocratique. Allez, vas-y, Macron, très bien. Pour moi, pour ce qui me concerne, je signe une décharge, j'en veux pas. À chaque scrutin, je veux pouvoir dire non, j'en veux pas. Et que vos règles ne s'appliquent pas à moi. C'est pas pour moi. Les impôts, tout ça, c'est pas pour moi. C'est bien, très bien pour vous. Pas de problème. Tout ce que vous voulez. Mais allez faire votre kibbutz si vous voulez. Ouais, moi, on m'a pas demandé de passer à l'euro. On m'a pas demandé de passer aux accords de Maastricht, de Lisbonne et tout ça. Moi, j'ai rien voté de tout ça et j'en veux pas. J'en veux pas. Ouais. Donc, ma liberté première, liberté démocratique, ça me fait rigoler. J'aimerais savoir celle de choisir pas de gouvernant. Parce que je suis assez grand garçon, je me débrouille tout seul. J'ai ma femme, mes gosses, mes parents, machin, j'ai mon boulot, ça me suffit, merci.
Alors après, l'Agence européenne de protection Ouais, des démocraties. Alors ça, c'est un grand lol, quoi. ouais, On ça. a la protection des démocraties. Elle va être. D'abord, est-ce qu'il y a il y a des démocraties en danger en Europe? Et on protège une On n'est pas au démocratie courant. comment, à C'est ton pas, avis? il y a peut-être des informations dont nous ne disposons pas. Alors, il va y avoir des agents, des Men in Black, je Ouais, suppose, c'est ça, ouais, des experts européens, voilà. voilà, qui vont descendre tout d'un coup quand il va y avoir des méchants qui vont arriver, qui vont venir protéger les démocraties. Et Ouais, c'est le mec, il a fumé, quoi. ouais. Alors oui, excuse-moi, cyberattaque et manipulation. Ça tombe bien, c'est un poil mon métier, on va pas développer trop, mais euh, on va faire simple là-dessus. On va faire sincèrement très simple. Dans ce domaine-là, il y a une règle extrêmement simple, c'est moins les États s'en mêlent, mieux on se porte. Aujourd'hui, la recrudescence dans ce domaine-là d'attaque est complètement liée à la recrudescence d'immixtion de l'État. Donc en fait, effectivement, il y a des soucis, mais c'est des Est-ce que tu as soucis des parce que exemples là, juste pour oh, expliquer, expliquer ce que tu veux dire? Par exemple, quand c'est des États, des polices d'États qui font des attaques, c'est ça que tu veux ben, dire? l'exemple le plus connu et qui est très documenté et très avéré, je t'invite à le vérifier, mais c'est vraiment documenté. Il est bien connu que les ministères liés comment dire, au commerce, à l'industrie en Chine font de l'espionnage industriel des entreprises Ouais, ouais. occidentales et donc Ah se oui, le servent cas de ce Huawei, genre là. de technologie pour piquer tous les brevets, tous les savoir-faire possibles et imaginables. C'est un Ouais, fait avéré. ouais. Mais ce sont les Chinois. Là où ça devient intéressant, c'est quand ce n'est pas que les Chinois qui font ça. Donc, si tu veux, le point, c'est de dire que ce n'est pas un problème de démocratie, c'est pas une agence de protection de démocratie là-dedans. On est en train de mélanger les torchons et les serviettes. Si tu veux. C'est un sujet qui est politique et technologique qui n'a rien à voir avec l'Europe, mais strictement rien du tout. Ok. Donc il veut aussi interdire le financement des partis européens par des puissances étrangères. Bon, Ça veut dire qu'il renonce à des financements pour lui-même, hein, c'est bien. ouais, du C'est Qatar ou de je sais pas qui. une bonne nouvelle. Ah ouais, c'est assez étonnant. Euh, bon, ils trouveront bien des contournements. Oui, ça. Ouais. Donc bannir d'Internet les discours de haine et de violence, car le respect de l'individu est le fondement de notre civilisation de dignité. Donc on a une civilisation de dignité. C'est vrai, mais c'est pas en bannissant les discours de haine et de violence qu'on va y arriver. Et quand les gens ont de la haine et de la violence, il faut aussi comprendre pourquoi. Et il faut leur expliquer que c'est pas une bonne chose. La réponse ne peut pas se faire par de la répression. Alors Ouais, parce que s'ils sont violents, si ça dépasse le discours et que ça passe à la ouais. violence, Appel, oui, c'est un appel. là, on prend dans les cas de police, de légitime défense, etc. Mais un discours de haine, seule réponse possible à un discours de haine, une explication et c'est certainement pas un discours de haine, de violence et de la répression. Certainement pas. Et là, il faut revenir à l'Allemagne, Hitler, 1933, Mussolini et toutes les dictatures qu'on a pu avoir sur le siècle dernier. Mais ce qui est hallucinant, c'est que nous sommes en 2019, on a tout ça derrière nous, on fête cette année un siècle des accords de Versailles, donc c'est-à-dire l'après Ouais, guerre, première. Ouais. et on n'a toujours pas tiré les enseignements de ce genre de choses. Bon. Ensuite, il veut protéger notre continent. Donc là, il parle de remettre à plat l'espace Schengen. Je pense que sur ce point, il a raison. Ouais, Je pense que l'espace Schengen est une hérésie dans son concept. Il fallait quand même être un peu tordu pour imaginer qu'il puisse y avoir un espace en Europe, avec la géographie qui est la nôtre, et notamment maritime, où tous les pays seraient complètement, comment dire, où on pourrait circuler à l'intérieur. Ça, c'est bien, mais c'est surtout qu'on pourrait circuler une fois qu'on a mis pied dessus. L'exemple de l'Italie est bien connu. Hein. ouais, Je pense que c'est une hérésie parce qu'effectivement, ça, comment dire, ça, la libre circulation est une excellente chose, mais la libre circulation non contrôlée n'est pas une bonne chose.
Hope appellerait ça l'immigration forcée. Donc, c'est pas tellement l'espace Schengen en tant que tel, c'est le fait qu'on renonce à tout autre contrôle que les contrôles de frontières, y compris les contrôles de littoral. Donc là, remettre ça à plat, je pense, est une bonne chose. Mais malheureusement, par contre, pour lui, la réponse, à mon avis, la seule réponse possible est une réponse de type Brexit. C'est-à-dire que pour compenser un truc comme ça et pour éviter de régler la question de l'immigration, il faut justement trouver un moyen de mettre des contrôles beaucoup plus microscopiques. Locaux, ouais, beaucoup plus. Locaux, c'est ça, exactement. Donc on va plutôt vers des logiques où on va remettre en place des formes de frontières. Le mot n'est pas forcément le bon, mais on est forcément dans une logique de démantèlement du contrôle et non pas de l'extension du périmètre de l'Europe. Donc on est plutôt dans des logiques Brexit ou assimilées, ou moi ce que j'appellerais la décentralisation, plutôt que la logique européenne qui promeut. Parce que il parle de contrôle rigoureux des frontières et en même temps de solidarité. Oui, mais c'est fantaisiste. On connaît tous l'exemple de Lampedusa en Italie. Lampedusa. Lampedusa, pardon. Ouais, c'est la Sicile. C'est le cheval. Ouais. Lampedusa, c'est une hérésie. Le contrôle rigoureux des frontières, mais on héberge les mecs qui mettent le pied sur les îles italiennes. On est complètement dans l'incohérent. Donc, si c'était vrai, s'il y avait une cage autour du littoral, bon, pourquoi pas? Mais c'est finalement une hérésie. C'est forcément pas la solution. Et avant, on traitait ça d'une autre façon, qui était justement, on avait une approche beaucoup plus microscopique des contrôles. C'est pas un hasard. Alors, sur l'OTAN, je sais pas, on va peut-être pas trop en parler. Donc, sanctionner ou interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques et nos valeurs essentielles, comme les normes environnementales, la protection des données et le juste paiement des impôts. Donc, c'est ça, vraiment les valeurs essentielles de celles qu'il a retenues. C'est les normes environnementales, les protections des données et les impôts, quoi. Les impôts, c'est vrai que c'est la valeur essentielle de la République. Hein. Il faut money is good. Sanctionner, interdire en Europe les entreprises qui portent atteinte à nos intérêts stratégiques. Il faut qu'on m'explique déjà ce que c'est que les intérêts stratégiques, qui c'est qui en décide, comment on définit que une entreprise porte atteinte, et quel est le cadre juridique lié à ça. Ensuite, pareil, sur des valeurs essentielles, va définir comment on porte atteinte à des valeurs essentielles. On ferait un bac de philo sur des trucs comme ça n'a aucun sens. Ouais. Ça, c'est typiquement le genre de terme qui permet de, en fonction de ce qu'on veut, en fonction du moment, de la politique, des événements. C'est ça. Ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est que tu y mets tout ce que tu veux. Et donc, c'est la porte ouverte à l'arbitraire le plus total. Ouais. C'est le contraire même de toute la civilisation occidentale. Du droit on dit l'Europe, etc., les valeurs, la liberté, la paix, tout à l'heure, c'est exactement le contraire. C'est comme ça que la paix en Europe au XXe siècle a disparu, avec ce genre de conneries. Les normes environnementales, un jour, il comprendra peut-être que le problème du climat ne se pose pas et qu'il va falloir qu'on lui dise il n'y a pas de problème de climat et qu'en tout cas, s'il y a un problème de climat, c'est pas lui qui sera capable de le régler et il pourra mettre tout le fric qu'il voudra sur la table et on ne le réglera pas de cette façon-là. Il faut qu'on lui dise. Donc là encore, on est dans le même truc, on est en train de chercher un truc pour tout simplement faire de l'intervention, de l'arbitraire et nous payer, prendre des impôts. C'est tout. Il ne cherche rien d'autre. Protection des données, je dirais, mais je ne sais même pas pourquoi il en parle, parce que les données, c'est des choses, tu veux pas utiliser Facebook, et tu l'utilises pas. Je suis pas d'accord avec ça. Vas-y. Ouais, rapidement. Vas-y. La protection des données, le problème est réel, mais il est assez simple et surtout, il est exactement l'inverse de celui qu'on nous dit d'habitude. Avec le GDPR ou la CNIL à l'époque, etc. Tu prends le sujet, tu l'inverses et tu t'as compris. C'est pas effectivement qu'il y a un problème de protection des données, c'est vrai. On est partout aujourd'hui, et si on ne fait pas gaffe, on peut tout savoir sur n'importe qui. Mais moi, je dis toujours, je suis sur Google, j'ai un compte Google et je pratique mon tout sur Google, ou en tout cas beaucoup de choses. Je n'ai pas peur de Google, absolument pas, parce que Google ne va pas débarquer un jour chez moi
pour me faire, ça me paraît très improbable en tout cas, je sais pas, pour me forcer à faire quelque chose. De même que Google ne me piquera pas du fric en fonction des informations qu'ils ont, etc. Par contre, l'État, oui. Donc, le problème de la protection des données se pose uniquement, par contre, on ne dit jamais, envers justement l'État et les entités étatiques, mais pas par rapport aux entreprises pour lesquelles on impose d'avoir de la protection. Moi, je n'ai pas aucun problème que mon client, mes fournisseurs, aient des données me concernant à leur disposition, parce que je sais qu'ils vont rien en faire de particulier. Je ne vais pas donner des photos porno, hein. D'accord. Bon, mais là, mais ce problème n'est pas là. C'est mon compte bancaire, par exemple. J'ai plus de confiance chez Google que chez Bercy, parce que Bercy, ils vont prendre du fric avec. Google ne le fera pas. Ouais, mais c'est évident. Donc, le problème de la protection des données, c'est d'un genre foutre pas possible. Le problème de la protection des données ne se pose que par rapport aux entités étatiques et point barre. Point. Le GDPR est une monstrueuse connerie à cause de ça. On fait chier les entreprises. Bon, sur certains points, c'est pas mal de pouvoir dire je veux faire ceci. Il y a des choses positives sur le fait que le consommateur puisse avoir plus de contrôle sur ce que les entreprises font de ses données. Je n'ai pas de problème de fond avec ça. Mais le vrai problème, c'est qu'on impose toute cette démarche à des entreprises où il n'y avait pas forcément ce besoin, même de la part des consommateurs. Moi, c'est un peu pareil que toi sur Google et Facebook. Je donne mes données parce que j'ai envie d'utiliser le service. Et tu crains quoi surtout? Et je crains pas vraiment grand-chose. Après, il y aura des risques normes et de vol d'identité. Enfin, des gens qui vont récupérer des infos, te créer. Oui, mais c'est pas. Mais c'est pas du ressort de. Non. C'est pas ce qu'on demande aux entreprises. Ouais. Enfin, exactement. Ça n'empêchera pas ça, ouais. Exactement. Par contre, on ne parle jamais de la protection des données par rapport aux organismes étatiques, qui eux, par contre, se gavent avec. Donc, ce genre de choses-là, quand on voit ça dans un texte ici, et qu'on vienne sanctionner les entreprises, c'est inverser encore une fois la logique. Le problème de la protection des données en Europe ou nulle part est un problème par rapport aux entités étatiques. C'est d'elles qu'il faut se protéger. Et bien sûr, le juste paiement de l'impôt, on ne va même pas en parler tellement c'est parce que juste. Il n'y a pas d'impôt juste. L'impôt est un vol, puisque par définition, il nous est pris sans qu'on soit d'accord pour le donner. Si j'acceptais de donner mon impôt, ça serait vraiment, mais volontairement. Je le ferais volontairement, spontanément. Ok, ça peut exister, on peut imaginer ça. Et ça, en fait, ça s'appelle acheter. Donc, en fait, général, c'est pas le cas. Et donc, l'impôt, par définition, c'est quelque chose qu'on prend de force. Et donc, ça ne peut pas être juste si c'est de force. Donc, juste le paiement de l'impôt, ça n'existe pas. Donc, hérésie, quoi. Complète hérésie. Allez, le dernier. Prochaine hérésie, retrouver l'esprit de progrès. L'esprit sain, l'esprit de zèle. L'esprit de progrès, c'est quoi ça, l'esprit de progrès? C'est progressiste, donc on est socialiste, c'est ça? Oui, Macron, oui. Là, il sort. On sait qu'il est progressiste. Il y en a qui disent qu'il serait libéral, mais en fait, on sait tous que c'est un socialiste. Elle a toujours su définir les normes du progrès. En plus, il y a des normes au progrès. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Il y a des choses, c'est pas du progrès, c'est ça? Ah, d'accord. Ouais. Elle doit porter un projet de convergence plus que de concurrence. Je comprends même pas la phrase. C'est que tout le monde doit faire la même chose. C'est ça. Il faut pas de concurrence. Il faut qu'on soit finalement que tous les pays fassent pareil. Traduire. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence fiscale et au contraire, il faut que tout le monde finisse par faire payer les mêmes impôts. Je pense que c'est ce genre de connerie. Oui, c'est ça. Donc l'Europe où a été créée la sécurité sociale aurait pour chaque travailleur un bouclier social lui garantissant la même rémunération sur le même travail, un salaire minimum européen, adapté à chaque pays, discuté chaque année collectivement. La belle usine à gaz. Mais c'est surtout d'une profonde injustice. Ouais. C'est d'une profonde injustice, ce genre de truc. On retombe toujours sur les discours de gauche. Garantir la même rémunération, etc., ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen aux gens de se différencier les uns des autres. Et donc, comme nous sommes tous différents avec des expériences et des compétences différentes, ça gomme toute notre expérience et nos compétences pour qu'on soit tous pareils. Et au bout du compte, qu'on soit incapable de se différencier les uns des autres. Et même, pour moi, il y a aussi le problème c'est une négation du droit de propriété. C'est qu'un patron, quelqu'un qui va t'embaucher, qui va payer sur ses fonds un salaire,
En fait, il n'y a que lui qui a le droit de décider combien il va te payer. On n'a pas à te dire tu dois le payer tant ou tant. Pour moi, c'est encore une négation du droit de propriété. C'est ton bien, c'est toi qui payes, tu fais ce que tu veux. Si l'autre veut pas, il le fait pas et tu forces personne. Après, il y a un petit truc très, très pervers dans sa phrase. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Je prends le risque de me tromper, mais je suis à peu près sûr de moi. Le début, l'Europe où a été créée la sécurité sociale. Je ne pense pas me tromper si je dis que, certes, en Allemagne, l'Allemagne avec Bismarck a créé les retraites, mais en 1945, c'est essentiellement la France. Il y a peut-être quelques exceptions, genre l'Allemagne et donc sur certains points. Mais les congés payés, 45, la Sécu, etc. Tout ça, c'est la France et c'est pas l'Europe. Ouais. Donc en fait, il est en train de... Et c'est les socialistes et les communistes, donc bon. En plus, tout à fait. Donc il est en train de dire, c'est grâce à l'Europe tout entière que c'est un besoin, une demande européenne d'avoir de la Sécu, alors que quand tu te balades dans certains pays en Europe, les mecs, ils seraient bien contents d'avoir moins de Sécu et ils sont surtout bien contents d'en avoir moins que nous. Donc là, il essaie de faire passer l'idée qu'en fait, si, la Sécu, c'est une demande de tous les Européens, ce qui est totalement faux. Toi, Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est qu'il fait passer ce qu'il veut pour ce qui se passe en France comme une volonté générale Exactement. européenne. Voilà. On prend les idées du PCF, etc. et on fait croire que ce sont des idées européennes et de tout le monde, ce qui est totalement faux. Ouais. Alors, le fil du progrès, c'est ça, en fait. C'est l'expansion de la Sécu. Le communisme. Ouais. Ça lui viendrait pas l'idée que ça puisse être autre chose. Et le lien avec plus de liberté, ça lui vient pas non plus comme idée, quoi. Non. Ou que le Brexit puisse être un progrès, ça ne vient pas non plus à l'idée. Mais là, ici, il est sur la tête du combat écologique. Ouais. Regardons-nous, nos offrandes en face. Si nous ne résorbons pas notre dette climatique. Alors, putain. Alors, là, je pense qu'il faut, je t'en prie, il faut oser lui poser la question suivante à M. Macron, qui a la chance en plus par rapport à nous de ne pas avoir de gamins. Ouais. Donc, quand il dit nos enfants, ça me fait doucement rigoler. Ouais. Mais, je voulais pas aborder ce genre, je voulais pas faire ce genre d'attaque, mais c'est vrai que moi, ça m'a toujours des mecs qui n'ont pas de gosses. C'est une technique de raisonnement très simple que j'aime beaucoup, qui est très pratiquée par Hope. C'est ce qu'on appelle la performance, la contradiction performative. C'est-à-dire que tu énonces un principe, d'accord, et tu es le premier à ne pas le pratiquer toi-même. Ouais. Donc ça te dévalorise aussitôt. Si tu veux. Donc, bref. Mais revenons. Regardons nos enfants. Donc supposons qu'on ait de la dette climatique, machin. Pourquoi ils s'arrêtent aux enfants? Moi, je suis en train de dire, mais attends, il faut réfléchir plus que ça. S'il y a une dette climatique, il faut réfléchir aux enfants des enfants, des enfants des enfants des enfants, des enfants des enfants des enfants. Tu vois, où est-ce qu'on va s'arrêter? Où est-ce qu'on s'arrête avec ce genre de raisonnement à la con? On ne s'arrête pas. On ne peut jamais s'arrêter, donc c'est un problème insoluble et donc c'est un problème qui n'existe pas. C'est un problème qui n'existe pas. Nous sommes aujourd'hui les êtres vivants qui décidons du quotidien et nous sommes en charge par rapport à nos propres gamins de dresser leur avenir. C'est notre job de parents. On fait ça tous les jours et on fait ça aussi bien que possible. Sinon, on ne serait pas les parents. On regarde nos enfants tous les jours, justement. Et moi, je regarde mes gamins en disant, il n'y a pas de dette climatique. D'accord? Il n'y en a pas. C'est ce genre de et surtout, cette dette, à qui on devrait la payer? Oui, et puis si on ce terme en tant que tel. Et puis il oublie la dette tout court qu'il a contribué à nous foutre sur le dos au titre de tout du déficit qui existe depuis des générations sur ce pays. Ouais. Donc là aussi, pareil, si vous regardez ces gamins, qu'il n'a pas, il oublie de parler de la dette concrète. De la vraie dette qui n'est pas climatique, celle-là, mais qui contribue à faire un climat en France qui n'est pas terrible. Qui existe vraiment et dont il oublie de parler. Et qui, par contre, ça fait des plusieurs générations déjà qu'on se la traîne. Je te dis, on est dans un truc où il dit un truc, il est le premier à ne pas faire ce qu'il dit. Ouais. Après, il veut créer une banque européenne du climat pour financer la transition écologique et une force sanitaire européenne pour renforcer les contrôles de nos aliments. Le contrôle de nos aliments.
On a un problème d'aliments. Ouais, non, Ah, c'est quoi? L'huile C'est de juste, palme. on a un problème d'aliments. Ah. Moi, je sais pas. Je constate que on est arrivé en 2019 sans ce genre de conneries, avec un niveau de vie qui a augmenté de manière exponentielle, où globalement la qualité des aliments n'a rien à voir avec celle qu'on avait même nous serait-ce qu'il y a un siècle. Ouais. Et pourtant sans ce genre de conneries. Donc ça veut dire qu'on a trouvé et que la société humaine a trouvé des solutions depuis fort longtemps pour régler une bonne partie de ces problèmes-là. Et la réponse, tu la connais, hein, elle est simple, c'est le marché. Le marché, la réputation, le choix des gens, le goût des gens, c'est le marché qui fait en sorte qu'il y ait un contrôle tous les jours de la qualité des produits, que la qualité des produits augmente. On n'a pas besoin de la force sanitaire européenne parce qu'on a déjà la force sanitaire du marché. Ça sert à rien, ce genre de truc. Et au contraire, c'est comme l'opinion, ça va cadrer, on va être libre au sein de certains trucs. Et si jamais, comme pour le sang contaminé, si jamais la force sanitaire européenne se trompe sur le contrôle des aliments et nous fout un truc empoisonné sans rien dire, c'est elle qui causera le problème alors qu'on n'aura pas de problème sinon. Comme pour le sang contaminé en 85. Donc c'est encore une fois le contraire de ce qu'il dit. Ok. Ensuite, le progrès et la liberté, c'est pouvoir vivre de son travail. Pour créer des emplois, l'Europe doit anticiper. Donc là, on apprend que c'est l'Europe qui crée les emplois, c'est pas les sociétés, c'est pas les Mais entreprises. si tu me permets, Crée des emplois de fonctionnaires, peut-être. ouais, c'est ça. Mais attends, si tu me permets de revenir, le progrès et la liberté, c'est Ouais. pouvoir vivre de son travail. C'est faux, ça. C'est faux. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur le travail. Le progrès et la liberté, c'est pouvoir vivre du produit de son travail. Ouais. Il suffit pas de travailler pour avoir une raison de vivre. Il faut que le travail qu'on produise quelque chose d'utile à la société. Ouais. Donc il faut pouvoir vivre d'un travail utile à la société, mais pas juste travailler. Il ne suffit pas de se mettre devant un tableau, de faire de griffonner une toile, machin, de travailler durement pour faire un tableau et dire j'ai travaillé, je dois pouvoir vivre. Ça marche pas comme ça. Donc, toi déjà, simple sens, cette phrase-là, c'est une phrase marxiste déjà. Ouais. Ah ouais, clairement. Pour créer des emplois, l'Europe doit anticiper. Non, on n'a pas besoin de l'Europe pour créer des emplois. Les emplois, c'est les entreprises qui les font. Ah, cette phrase aussi, elle est horrible. C'est pour cela qu'elle doit non seulement réguler les géants du numérique en créant une supervision européenne des grandes plateformes, sanctions accélérées des atteintes à la concurrence, transparence des algorithmes. Ça, la transparence des algorithmes, j'ai trouvé ça hallucinant. Disons que déjà, quel est le lien qu'il y a entre le travail et les géants du numérique? Qu'est-ce qu'il craint? Il craint que les géants du numérique vont supprimer les emplois. C'est ça qu'il craint. Ouais, quand tu es dans les trucs comme ça, enfin, dans des réunions et des discussions avec des personnes voilà, qui ont ce genre de discussion, ils te parlent de l'intelligence artificielle, le fait que ça va supprimer les emplois. Enfin, un peu comme à l'époque, les machines à coudre vont supprimer le travail des tisserands et ce genre de choses. Les mecs comme Laurent Alexandre ou des gens comme ça là, qui fantasment sur l'intelligence artificielle. Ouais. Et c'est du grand n'importe quoi. On oublie toujours qu'on fait ça depuis des années et que toute nouvelle technologie augmente la productivité, réduit un certain nombre d'emplois pendant un certain temps, c'est vrai, mais libère. Voilà, mais quand elle augmente la productivité, elle donne plus de moyens aux entreprises de rembaucher par ailleurs pour aller plus loin dans leur développement. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que les emplois qui sont touchés sont remplacés par des emplois différents à un autre moment. C'est la liberté, on en a déjà parlé souvent, c'est la liberté du marché de l'emploi qui permet de ne pas avoir ce genre de problème. Ce n'est pas un problème de sanction des entreprises. Libérer le marché de l'emploi et la question se réglera toute seule. Ouais. Ouais, bah Après, oui, on parle de l'intelligence, c'est vrai. Voilà. Oui, tu as raison. Après, la transparence des algorithmes, je trouve ça extraordinaire. Ah ouais, non, mais c'est moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une blague. C'est surtout que dans le domaine, par exemple, de l'intelligence artificielle, comment dire, je serais curieux de savoir ce que ça va. On oublie, par exemple, que l'intelligence artificielle, le machine learning, par exemple, il y a deux choses. Il y a effectivement des algorithmes et puis après, il y a les données. Ouais. Tu peux avoir toute la transparence que tu veux sur les algorithmes, qui sont déjà bien trapus et dont je me doute tout fort que tout le monde les comprenne, mais supposons. Mais c'est surtout que le même algorithme tout seul, si tu ne donnes pas les données, ça ne te donne rien.
Donc, tu veux rien que ça déjà. Ouais, et en quoi, enfin, je vois pas pourquoi pourquoi ils auraient besoin de l'algorithme. En quoi on. Mais ils craignent, ces gens-là souvent craignent, comment dire, que la machine puisse prendre des décisions à la place de l'homme. Ce qui est une vraie question. Ouais. Ce qui est une vraie question. Mais on n'en est pas là, hein. C'est un problème qui se pose de manière philosophique, mais pas de manière opérationnelle. Ensuite, une Europe qui se projette dans le monde doit être tournée vers l'Afrique, première nouvelle, avec laquelle nous devons nouer un pacte d'avenir. Moi, je serais, je sais pas, moi, turc, ou je serais vexé que l'Europe ne soit pas tournée vers la Turquie. Pourquoi vers l'Afrique? Pourquoi pas? J'ai grandi en Afrique, j'ai rien contre l'Afrique, mais pourquoi vers l'Afrique? Je pense que derrière, il y a clairement un problème d'immigration. Je pense Ouais, que moi, je pense que c'est ça, ouais, c'est sans le dire. bon. Est-ce que tu te rappelles du discours d'il y a, je sais pas, il y a un an et demi, du président du Ghana quand il a visité le Ghana ou Non. Abidjan, je sais plus. Ah, faut que je te retrouve ça. Ah, je crois. J'invite, Vas-y, j'invite vas-y. les internautes qui nous écoutent à chercher le discours du président du Ghana lors de la visite de Macron. Je le retrouverai. C'est un chef-d'œuvre, ce discours, où le président du Ghana, qui reste un président, qui reste un politique, hein, lui explique, mais alors d'une manière extraordinaire, que ce n'est pas en venant assister l'Afrique qu'on aidera l'Afrique, et que la seule solution pour l'Afrique de s'en sortir, c'est qu'elle se redresse les manches toute seule, et qu'elle fasse en sorte que les gens n'aient pas envie de quitter l'Afrique, et non pas que les Européens viennent l'aider. Ouais. Euh, c'est un bijou, ce discours. Donc oui, pourquoi pas la tourner vers l'Afrique? Et oui, il y a bien sûr comme problème immigration. Moi, ma réponse est, regardez le discours du président du Ghana, vous comprendrez que le problème est complètement l'inverse de ce qu'il veut dire ici. Et puis l'Europe, elle devrait être tournée vers le monde entier. Pourquoi que vers Ouais, l'Afrique? ouais, ouais, vers l'Asie, enfin l'Amérique. En plus, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être tourné vers l'Afrique, un pacte d'avenir. Enfin, bon, Oh, en gros, ben, c'est donner de l'argent pour faire. voilà, C'est ça. je te soudoie un peu et veilles à ce que l'immigration cesse. Ouais, non, bon. Faut être simple, hein. Alors après, liberté, je crois que c'est bientôt fini, ouais. Donc, liberté, protection, progrès, pour bâtir une renaissance européenne. Il veut donc mettre en place d'ici la fin de l'année une conférence pour l'Europe afin de proposer tous les changements nécessaires à notre projet politique sans tabou, avec des panels de citoyens. Ah, c'est à la mode, ça, le panel de citoyens. Ouais, C'est le grand débat, ouais, c'est le les RIC, universitaires. c'est tout ce genre de conneries, ça. C'est à la mode. Il faut demander aux gens ce qu'ils ont comme idée. Les gens n'ont même pas la moindre idée de ce qui se passe ou des solutions. Il faut demander aux gens. Ouais. C'est bien, c'est important. Et puis les curés au passage aussi, Ouais, excuse-moi. les partenaires sociaux, les Euh, comme représentations si religieuses, spirituelles, enfin bon. la réponse elle est simple, elle est toujours la même. Donc bon voilà, c'est ton projet politique, Emmanuel Macron. Ça, tu sais ce que ça devrait être. C'est désengage-toi politiquement, désengage la France, baisse les impôts, diminue la masse de la bureaucratie, diminue les charges de la réglementation, les charges sociales, etc. Allège, libéralise, laisse les gens vivre comme ils le veulent, tu verras, tout ça réglera tout seul. C'est aussi simple que ça. Ouais. Bah, espérons qu'ils t'entendent. Donc voilà, Renaissance européenne. On n'est pas c'est le en, choix que je vous propose pour tracer ensemble le chemin d'une ouais, renaissance. je suis pas sûr qu'on puisse comparer Emmanuel Macron à un François Ier. Renaissance européenne. Ouais. On Ouais, est surtout qu'à la Renaissance, on avait plein de petits. En plus, surtout la Renaissance, c'était en Italie où il y avait plein de petites républiques, plein de petites cités-États absolument. hyper décentralisées, Et même Venise, en France. Bruxelles, et en France aussi, ouais, plein de. Je, je, je pense que François Ier n'avait pas du tout le même pouvoir, la Ah même ouais, autorité, ni pas même du le tout. même territoire que Ouais, ce qu'Emmanuel Macron peut avoir aujourd'hui. Et tout le monde s'en portait très bien. ouais. Et on voyait que les gens circulaient en Europe, les Italiens allaient en France. Enfin, bon, Bien sûr qu'à l'époque, c'était bien moins florissant qu'aujourd'hui. Il y avait bien tout un tas de problèmes. Mais c'était des problèmes surtout d'ordre technologique. Ce qui s'est passé sur les 500 ans entre cette époque-là et aujourd'hui,
essentiellement des progrès politiques, effectivement. Le libéralisme est passé par là, mais même sans ça, c'est avant tout la technologie qui a changé. On a la science. Ça, Ouais. oui, c'est ça qui a fait le progrès. Mais c'est pas les 100 dernières années de l'Europe qui ont fait un progrès en Europe. D'aucune façon. Les 100 dernières années en Europe sont un obstacle au développement de l'Europe, malheureusement.